Alors bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Bienvenue au Musée de la Chasse et de la Nature pour l'anniversaire de Baptiste. Voilà, alors on va parler un peu et puis après on ira boire un verre, mais d'abord on va parler un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, donc... nous sommes au Musée de la Chasse et de la Nature, qui est un musée qui a ouvert en 1967 et qui, à l'origine, était un musée créé par donc François Sommer, un chasseur soucieux d'art et d'espace naturel, qui a voulu créer une fondation dédiée à la chasse et à la nature. Bon, j'ai déjà dit tout ça tout à l'heure, pardon, hein, mais... à une époque où l'association Chasse et Nature ne faisait pas encore tellement problème. Et alors ce musée, en fait, plus qu'un musée patrimonial sur la chasse, et notamment par l'entrée de l'art contemporain dans les collections permanentes et à travers les expositions temporaires, ce lieu est devenu un lieu de réflexion sur nos relations à la nature et à l'animal. Ça se joue dans le musée, ça se joue aussi à travers les cycles de conférences organisés ici et la revue Bilbao que je dirige depuis 4 ans au musée, qui est une revue d'écologie, d'art et de sciences humaines sur nos relations aux vivants. Alors, je suis très heureuse que Wild Project vienne fêter son anniversaire ici. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, j'avais un peu l'impression de chercher des repères, une sorte de boussole pour m'orienter. Et je suis tombée sur Wild Project, un peu comme si j'avais trouvé une mine d'or, si on veut. Et c'était voilà, un des premiers à défricher ce champ-là en France. Et il continue aujourd'hui, 10 ans après. Et donc, voilà, je et la Fondation sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Merci Anne, tu m'as jamais dit des trucs pareils, en plus en public. C'est ton anniversaire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc bonsoir à tous. On va refaire la même chose que tout à l'heure, mais en version plus solennelle et plus classique, moins nuit debout, dans un format plus habituel. Un petit mot pour dire que je ne sais pas trop par où commencer, mais pour dire que effectivement après 10 ans d'activité au sein de la maison d'édition, j'avais un peu des sentiments ambivalents, troublés. Le sentiment que ces histoires d'humanité écologique, de pensée de l'écologie avaient explosé, s'étaient énormément développées, mais pas exactement de la façon que je l'avais imaginé et rêvé moi en 2005-2006, avant de créer la maison. J'avais imaginé que ça exploserait au sein de la philosophie, parce que ce changement de paradigme philosophique me semblait un geste spectaculaire qui me rappelait, je ne sais pas, l'émergence de la phénoménologie, ou qui rappelait tout d'un coup, ça me semblait un truc trop énorme comme changement de paradigme pour ne pas faire événement. Et en fait, ça fait un gros pchit quand même, je crois, ce truc de la philosophie environnementale au sens strict. Pas un gros pchit, j'exagère un peu, mais disons que ça n'a pas révolutionné les consciences. Et les chiffres de vente en librairie, ça a été correct, mais pas dingue. Et donc, c'est vrai que la fête s'est mise, la fête que j'appelais de mes voeux et à laquelle j'espérais contribuer, s'est mise à avoir lieu. Mais comme je le dis parfois, elle a eu lieu chez le voisin, juste à côté. Alors au début, ça fait un peu bizarre. C'était donc en anthropologie, en sciences sociales, que ça s'est mis à être l'effervescence totale. Le non-humain, il y avait le non-humain à fond. Et ce n'était pas dans les termes dans lesquels, en philosophie de l'environnement, on nommait les choses. Et donc, au début, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on parle de la même chose ? Est-ce qu'on ne parle pas de la même chose ? Voilà, est-ce que cette fête-là, tout le monde est invité ? Qui y va ? Qu'est-ce qui se passe et tout ? Et puis, finalement, il nous a semblé à tous que ces humanités écologiques, pour désigner, on utilise des labels un peu provisoires. Le but n'est pas de se battre sur des dénominations ce soir, ni demain d'ailleurs, mais d'essayer de nommer provisoirement les choses pour faire œuvre commune. Mais il semble que voilà, autour de ces humanités écologiques, quelque chose en tout cas de immense, de neuf, de rafraîchissant, d'inspirant et de vraiment significatif était en train de se passer.
Et pour le résumer d'une façon la plus concise possible, j'ai eu le sentiment tout d'un coup, une sorte de fierté collective d'avoir fait, après des angoisses d'acteurs isolés où on se dit mais est-ce que c'est moi qui ai le lead? Non, c'est pas moi qui ai le lead, mais qui a le lead? Alors c'est l'autre éditeur, mais c'est les autres auteurs. Il ne faut pas se cacher qu'on a tous des problématiques aussi chez les chercheurs, les éditeurs, les auteurs, tous de concurrence, d'émulation. Ça fait partie du jeu et des motivations. Mais tout d'un coup, tout ça a été débordé par un sentiment différent d'avoir fait œuvre commune, parfois involontairement d'ailleurs, dans une logique d'émulation et de concurrence, on fait quand même œuvre commune. Et j'ai eu le sentiment tout d'un coup que depuis 10 ans, entre les éditions de la découverte, Actes Sud, les éditions Dehors qui sont moins souvent nommées, qui ont été les pionnières du champ, et c'est grâce à l'existence des éditions Dehors que, trouvant un premier concurrent, j'ai lancé Wild Project. Il ne faut pas oublier ça, c'est parce qu'ils existaient que je me suis jeté à l'eau. Et donc tous ces éditeurs-là, avec des relations bonnes, mauvaises, complices, partenariales ou pas, j'ai eu le sentiment tout d'un coup qu'il y avait une immense conversation qui s'était déroulée pendant 10 ans, et que cette conversation avait fait des tas de petits enfants, ou animaux, je ne sais quoi, ou papillons, et que du coup on avait juste rempli une bibliothèque, on avait inventé un nouveau rayon dans la bibliothèque qu'on a plutôt tendance à appeler avec Marin Humanité écologique, et que c'est un événement culturel de très grande ampleur. On aime bien dire avec Marin qu'en France, les humanités écologiques sont arrivées tard, puisqu'on a en gros 3 à 4 décennies de retard par rapport aux anglo-saxons, mais que ces vendanges tardives sont des vendanges très sucrées. Elles sont très bonnes parce que ça s'est marié avec la French Theory. On a eu une façon de s'approprier l'écologie depuis notre sociocentrisme un peu, qui fait que, enfin c'est des choses sûrement qu'on discutera, mais qui font qu'on a aujourd'hui une scène française d'humanité écologique qui est forte et singulière, et qui d'ailleurs inspire déjà depuis plusieurs années les Américains. Et donc cette œuvre collective, je me suis dit tout d'un coup que pour les 10 ans, c'était un geste intéressant à faire, d'essayer de faire un bouquin qui rende hommage à tous les acteurs de cette petite révolution culturelle, et donc éditeur en premier lieu, dans un geste un peu de confraternel. Donc au final, il y en a pas tant que ça, parce qu'il y en a 2 qui ont répondu trop tard. Mais il reste quand même Cambourakis, sous la pression d'Émilie H, qui a conditionné son intervention dans le livre à la présence d'Isabelle Cambourakis. Non, j'exagère. Et il aurait dû aussi y avoir d'autres éditeurs. Et il y a Alexandre Lemonnier de Zone Sensible aussi, qui est présent dans le bouquin, qui fait un travail super. Évidemment, il y a les auteurs sans qui rien de tout ça n'existe et n'a de sens, ça va de soi, mais il y a aussi des traducteurs, il y a aussi des journalistes. Et bref, là j'ai un peu brûlé des étapes du coup. Ouais. Mais bon, enfin tout ça pour dire que l'idée de ce livre, c'était de rendre visible cette scène, non pas à partir de cette maison d'édition, mais en essayant d'aller bien au-delà. Et d'ailleurs dans le livre, on a fait un ratio avec Marin, donc l'auteur sans lequel ce projet n'aurait jamais pu. Il fallait beaucoup de qualité additionnée pour réussir à faire un truc pareil en 6 mois. Et pour faire un truc pareil tout court d'ailleurs. Et donc on a choisi ensemble le casting avec Marin, qui vous dira un mot aussi. Et on avait des exigences rigolotes, par exemple, bon, évidemment homme-femme et tout. L'écologie est un gros truc d'homme blanc, donc on s'est dit comment on va se sortir de ce truc-là, on ne sait pas, on va voir. En même temps, il ne faut pas le nier, ça fait aussi partie de la réalité du truc. Et alors il y avait un truc rigolo, c'est qu'on avait dit pas plus de la moitié de représentants de la galaxie Wild Project, donc il fallait quand même qu'il y ait mon traducteur clé il soit présent, certains auteurs clés qui soient présents. Mais on tenait aussi à ce que ce ne soit pas une autocongratulation de la maison pareil pour elle-même. Et donc Marin a amené plein de thèmes d'auteurs, d'intervenants dans le bouquin auxquels moi j'aurais jamais pu penser. Je vais lui laisser la parole sur comment il s'est pris pour faire le bouquin, mais juste peut-être, je voulais vous dire avant que il y a une partie de ce qu'il y a dans le livre qui, pour nous, acteurs et observateurs de la scène, étaient des choses qu'on attendait. On a retrouvé nos petits, qu'on était contents. Et puis il y a aussi une partie de choses qui nous ont complètement surpris. Et parce que c'était des consensus qui traversaient tout d'un coup des corps de métiers très différents, des trucs. Donc nous-mêmes, on a pas mal appris dans le livre, même si sa fonction première, c'était plutôt de faire œuvre pédagogique vers les gens qui viendraient vers ces questions-là. Voilà. Et puis, Marin, je te laisse la parole, mais juste pour qu'aucun de nous deux n'oublie, les 3 questions qui traversent le bouquin et qu'on a posées à nos 20 interviewés, c'était... Que s'est-il passé dans cette décennie qui vient de s'écouler, sachant que les gens avaient... Nous, il nous semble que là, il s'est passé un truc dans la décennie. C'est pas que la décennie d'une maison d'édition particulière, c'est vraiment... Il y a eu un truc qui a bougé. Et on invitait les gens à discuter cette séquence historique aussi. Il y en a qui disent « mais non, c'est depuis 5 ans », d'autres qui disent « mais non, c'est depuis 70 », bref. Ensuite, il y avait la question de quel est le périmètre et la bonne dénomination de cet espace que nous, on appelle les pensées de l'écologie, comment vous l'appelez, comment il faudrait l'appeler, etc. C'est une question quand même qui est un peu indispensable, même si elle est compliquée.
Et troisième question, celle des grands chantiers à venir. On n'est pas là que pour faire du rétrospectif. En 2019, aujourd'hui, à quels endroits ces pensées de l'écologie ont les plus gros enjeux. Donc on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais Marin, je te laisse du coup raconter le bouquin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis quand même très heureux d'être là ce soir pour la sortie d'un sol commun. L'origine du livre, quand même, donc Baptiste l'a dit, mais elle vient vraiment de lui. C'est son idée originale. On s'est rencontrés à la fin de l'été dernier et il savait qu'au printemps, il aurait les 10 ans de sa maison d'édition et il avait vu les choses bouger. C'était ça les premières discussions, c'est que beaucoup de choses s'étaient passées en 10 ans et que du coup, ça devenait un peu difficile de savoir exactement où on en était. Et du coup, au fil de discussions, voilà, je ne vais pas revenir sur toute la jeunesse que tu as bien expliqué, mais on a retenu une vingtaine de personnes en sachant qu'en fait, il y en a des centaines, voire même des milliers qui seraient intéressants d'interroger. D'ailleurs, là, les 2 heures qu'on a passées avant, où le micro a tourné dans la salle, on était une quarantaine. Et en fait, 40 personnes ont parlé en 2 heures et ont toutes apporté des témoignages qui, globalement, en partie, auraient eu leur place dans un sol commun. Parce qu'en fait, c'est ce même sol, c'est cette diversité et cette complexité de l'écologie qui est en train d'entrer dans toutes nos vies. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des tas de choses. Donc voilà, moi c'était, en tout cas ce que j'ai aimé faire, c'est un livre qui a été fait assez rapidement, mais c'était une enquête d'idées, ça veut dire que c'était aussi aller à la rencontre de gens qui pouvaient prendre un petit peu de recul avec des situations de terrain et essayer de voir ce qui était en train de se passer, comment on pouvait nommer ça, comment on pouvait le dessiner, le cartographier. Et j'ai l'impression au final, moi-même, d'avoir un peu réuni dans ce sol commun un écosystème, quelque chose qui a une forme d'équilibre, qui a une forme de résilience, qui tient les chocs. Ça veut dire que si on vient pousser dans un coin, on se rend compte que derrière, il y a quand même quelqu'un d'autre qui vient dire « oui, alors attention quand même ». Et donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a à l'intérieur de ce livre tout un ensemble d'outils qui permettent de mieux penser nos actions collectives surtout, parce que je l'ai dit un peu avant pendant le temps d'atelier, mais c'est ça le plus important. C'est aujourd'hui, je pense qu'au seuil de changements radicaux, de crises qui nous font face, la vraie question, c'est vraiment celle de comment est-ce qu'on réussit à métaboliser des idées, à intégrer des idées à l'intérieur de nos pratiques collectives pour changer, parce qu'il faut changer maintenant, rapidement. Donc c'est très difficile, on a plein de sentiments d'impuissance, mais j'ai l'impression quand même qu'à l'intérieur de ce livre, il y a de plein de manières différentes, parce que c'est que des thématiques, hein, agriculture, féminisme, colonialisme, journalisme, voilà, il y en a une vingtaine, qui viennent montrer des perspectives éclairées d'une certaine manière, des choses qui sont en cours de transformation et qui nous invitent à être encore plus radicaux, en fait, à aller encore plus loin, c'est-à-dire à vraiment changer nos manières, c'est le sous-titre du livre, mais de lutter, d'habiter et de penser, tout ça en même temps. Voilà. Alors, sentez-vous libre de modifier, de ne pas répondre. Non, sentez-vous libre de modifier éventuellement les questions que je vous pose pour en faire des questions plus intéressantes, si vous le voulez. Mais je me disais qu'on pouvait peut-être reprendre les 3 questions du livre une par une et faire un petit tour d'horizon. Alors, sur la première question de comment est-ce qu'on peut qualifier auprès d'un public qui n'est pas directement acteur ou qui n'est pas directement expert, si on veut expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans nos bibliothèques, dans nos librairies depuis une dizaine d'années, j'aurais envie sur cette question-là précise de me tourner spontanément d'abord vers Émilie et Anne de Malray parce que on a été acteurs simultanés vraiment de cette mutation-là. Je ne sais pas si après, si ça, vous ne voulez pas répondre à cette question, il y en aura d'autres. Avec Malcolm, je vais qu'on garde des trucs pour plus tard. Et éventuellement aussi Anaïs Massola, qui est libraire et qui a mené une réflexion assez précise sur l'écologie du livre et sur les questions du rayon écologie. Ce serait intéressant aussi d'avoir votre témoignage sur cette décennie. Vous avez sûrement vu la production exploser dans ce domaine. Peut-être on peut commencer par là, par ce qui s'est passé en librairie. Ce serait peut-être joli. Non ? Merci. Du coup, il faut que je raconte ce qui s'est passé dans la librairie. Okay. C'est quoi ton histoire avec l'écologie ? Oui, ok, d'accord. Donc, le Rideau Rouge, 18e. Oui, je suis libraire au Rideau Rouge dans le 18e arrondissement depuis 15 ans à peu près. Et en fait, je suis arrivée là sans une sorte de reconversion, quelque chose comme ça. Et disons que sur la question de l'écologie, je vais le traiter un peu comme on en avait parlé. C'est d'abord sur le rayon sciences humaines. Assez vite, il y avait classiquement les rayons sociologie, histoire, philo, etc. Et en fait, ça ne convenait pas aux livres qui arrivaient, qui étaient de plus en plus
transversaux. Et puis, ça ne convenait pas vraiment, en fait. Alors, j'étais une petite librairie, hein, j'avais 40 mètres carrés. Donc, c'est compliqué de faire des petits rayons sociologie, politique, etc. Et ça ne correspondait pas non plus aux attentes des lecteurs. Donc, assez vite, j'ai regroupé tout ça, en fait, en m'en fichant un peu. Et sur la question de l'écologie, quand les livres ont commencé à arriver, je les trouvais très intéressants. Et surtout, ils permettaient de poser des passerelles, de transversalité sur d'autres sujets. Sauf que ça ne se vendait pas. Faut être clair. J'avais beau en mettre sur les tables, etc. C'était vraiment pas ça qui partait. Il y avait plus de sociologie, plus de politique qui sortait des rayons. Enfin voilà. Et puis peu à peu, j'ai remanié plusieurs fois les rayons, hein, parce que c'est vivant, donc ça bouge. Il faut aussi s'adapter. Les livres sont devenus de plus en plus compliqués à rentrer. Il y avait des histoires aussi d'enjeux contemporains sur la ville ou les femmes, etc. Puis bon, je me suis agrandie, alors ça aide, parce que du coup, on a un peu plus de rayonnage. Et puis moi, dans mon parcours personnel, à ce moment-là, disons que j'étais plus, je pense un peu comme tout le monde, classiquement sur la question de l'écologie, développement durable. On va y arriver, de toute façon, hein, on allait y arriver à cette époque-là. On allait moins gaspiller, et puis tout allait aller bien. Et puis j'ai eu une rencontre avec une conférence gesticulée. Et là, j'ai dit, ah ouais, non, en fait, non. Et puis c'était aussi très lié à l'anticapitalisme. Alors bon, je suis une librairie gauchiste, un peu radicale. Du coup, assez vite, j'ai proposé de faire des liens entre la critique du système, la question des droits sociaux, des questions politiques plus poussées, avec effectivement tout ce que j'avais entendu sur la question écologique. Et là, d'un seul coup, en même temps, c'est marrant, hein, on sait toujours, mais en même temps que je me posais ces questions et que je remodifiais les livres et que je mettais d'autres livres à côté d'autres livres sur les tables, et bien, ça commençait à prendre. Ça a été long, hein, franchement. Je pense que j'ai galéré 4 ans. C'est vers 2014-2015 que ça commence à prendre ? Ouais, c'est ça. C'est vraiment à ce moment-là. C'est en 2012, moi, j'ai ma réaction et je commence à faire des vitrines et je commence à mettre des bouquins et je commence, voilà. Et puis, voilà, c'est un peu le bide. Je lutte, je les garde 6 mois sur table, 8 mois sur table. Et puis, ça part pas. Et puis, voilà. Et à un moment donné, je sais pas, il y a eu un effet déclencheur. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais d'un seul coup, c'est devenu... Finalement, je me dis, il y a eu peut-être une tendance politique de l'autruche, mais il paraît que c'est pas comme ça, parce qu'en fait, les autruches surveillent ses œufs. Mais en fait, on se cache un peu, on veut pas regarder, parce que quand même, c'est hyper flippant ce qui est en train d'arriver. Et puis d'un seul coup, ok, d'accord, en fait, c'est vraiment flippant, mais on va quand même essayer d'aller regarder ce qui se passe. Et du coup, les lecteurs étaient intéressés. Et en même temps qu'il y avait ce lectorat qui était intéressé, d'un coup, il y avait aussi une profusion de petites maisons d'édition, de collections à l'intérieur de maisons d'édition qui apparaissaient, qui rendait aussi, parce qu'il y a eu aussi un bouleversement moi en tant que libraire, dans l'édition de sciences humaines, où les livres qui étaient un peu froids, rigides, pas toujours très bien écrits, voilà. Par le biais de petits éditeurs, ça a commencé à être des livres hyper beaux, d'abord. Dehors. Vraiment très beaux à regarder, hyper intelligents sur les constructions des livres eux-mêmes. Et d'un seul coup, ça a commencé à donner vraiment envie. Et tout ça, ça s'est mêlé. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un entrelacement de plein de choses en même temps. Et puis, ça a pris. Alors, ça a pris, alors avec un côté un peu développement personnel de l'autre côté. Alors, il y a les grosses maisons d'édition qui ont commencé à faire plein de choses en parallèle. Il y avait et même encore aujourd'hui, il y a des livres très hybrides. Mais disons que ça fait plus peur, que c'est porteur. Maintenant, il y a toute la vague sur l'écoféminisme et sur le féminisme décolonial et toute l'écologie décoloniale qui commence à arriver, etc. On commence à avoir quand même des éditeurs québécois qui vendent leurs livres en France. Éco-société. Éco-société, alors qu'éco-société, je l'ai travaillé depuis 15 ans et c'était la croix et la bannière et ça ne marchait pas. Pour les trouver, mais même pour les vendre. Enfin, moi, je les travaillais. Il y a longtemps, on avait travaillé sur un bouquin, je crois que c'était chez Lux, qui était sorti sur le Canada, le pétrole et et ce qu'avait fait le Canada en Afrique, etc. Qui était, en plus, le Canada, c'était toujours tellement bien. Et on avait fait une rencontre à ce moment-là. Ça commençait à émerger, mais je vendais pas les livres. Enfin, très clairement, je les avais, mais je les vendais pas. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je vends des livres de sciences humaines québécois. et voilà. Okay. Non, merci Anaïs. On en garde un peu
pour pas tout dire maintenant et puis faire circuler la parole, mais c'est passionnant d'entendre le point de vue du libraire qu'on consulte pas assez sur ces questions-là. Je sais pas, Émilie ou Anne. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Je te présente. Non. Vous en avez parlé, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est alors j'essaierai de le dire à ma façon, pour pas répéter ce que vous avez dit, c'est-à-dire que moi j'ai le souvenir, et c'était comme ça qu'on s'était rencontrés aussi. Je vais raconter une anecdote pour ça. Pardon, vous m'entendez ? Je sais pas parler dans un micro. Je pense au moment où moi j'étais en thèse, où on n'était pas nombreux à faire des thèses. En tout cas, on avait l'impression, ça c'est une vraie question que je me pose, de savoir si ce changement il a eu lieu, et en même temps, est-ce qu'il était aussi peut-être pas si fort que ça, simplement on le voyait pas, on était chacun isolé dans notre coin. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a 10 ans, il y a un petit peu avant il y a 10 ans, on avait l'impression souvent, j'ai des souvenirs précis à l'époque. Je croisais Jean-Baptiste Fressos qui était aussi en thèse, où on était quelques-uns, mais on se comptait. On pouvait encore se compter. On était 20, quoi. Oui, voilà. Mais sauf que ma question, c'est de savoir si on était vraiment 20. J'ai toujours un doute là-dessus. Mais en attendant, on avait l'impression en tout cas d'être 20. Et 20, c'est-à-dire en sciences humaines. Moi, j'étais en philosophie. Jean-Baptiste Fressos, il est en histoire. On se comptait. Il y en avait un ici, je sais pas où, à Grenoble, en sociaux. Enfin, et je me souviens très bien de discussions même avec... d'autres jeunes chercheurs, d'essayer de se regrouper, d'essayer de se compter, mais puisque ça intéresse à peu près personne à part nous, bon. Il y avait cette chose-là qui, évidemment, alors première chose, ça a complètement changé, explosé depuis. Je suis pas capable de dater ça comme vous, mais de fait, vous disiez 2014, et je ressongeais que c'était, je crois que c'était en 2014, non, c'était en 2012, je sais plus, qu'on avait, quand j'étais arrivée à Nanterre, et j'avais fait un séminaire qu'on avait appelé Chantier de l'écologie politique. Et là, c'était merveilleux parce que justement, on découvrait qu'il y avait plein de jeunes doctorants qu'on n'avait jamais vus, qui sortaient de je ne sais pas où, on connaissait pas, qui étaient chacun inscrits avec des personnes qui forcément n'étaient pas spécialistes sur ces questions d'écologie, parce que il y en a pas assez. En France aujourd'hui, il n'y en a pas assez de personnes qui peuvent prendre des gens en thèse sur ces questions-là. Et donc ça a été, ça c'était, je sais plus, 2012, ouais. Donc c'était un peu, mais bon, en gros c'est 2012-2014, quelque chose comme ça. Et là on a vu un début de changement où on venait me voir en me disant, mais alors, est-ce qu'on peut faire des thèses avec vous ? Et on comptait le nombre de personnes aussi en France qui pouvaient se faire soutenir des thèses, aussi bien en histoire d'ailleurs qu'en philosophie, ou pour soutenir des thèses sur ces questions d'écologie. Et ça, il y a quand même une massification qui est très forte à ce niveau-là. J'ai oublié ce que je voulais dire également. Bon, c'est pas grave. La seconde chose, sur laquelle je voulais, sur lequel je pense qu'il y a un changement aussi significatif, c'était au-delà peut-être du nombre de personnes et ce sentiment peut-être un peu d'isolement, c'est le fait que j'ai un sentiment aussi que il y avait aussi une façon, il y a peut-être un peu plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans, de faire encore de la recherche en France, mais je suggère ça, c'est possible que ce soit complètement faux, de faire des recherches donc sur ces questions d'écologie qui étaient encore très académiques. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est de la recherche académique dont vous parlez. Oui, mais non, parce que ça, je pense qu'il y a un changement radical qui s'est fait ces dernières années et dont le livre témoigne parfaitement, à savoir que j'ai l'impression il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on va dire il y avait une forme de coupure qu'on ressentait très fort avec la génération des années 60-70, donc cette première grande génération de militants écologistes, et dont on n'avait pas forcément, nous, en tant que jeunes chercheurs ou doctorants, véritablement hérité. Alors bien sûr, il y aura toujours 3 personnes qui seront les exceptions par rapport à ça, mais de fait, ça naviguait pas très bien, en réalité, ça passait pas par là, où on connaissait les Amis de la Terre, mais c'était souvent la génération d'avant, il y avait pas, les liens se faisaient pas comme ça. Et là, j'ai l'impression que ce qui est tout à fait frappant pour moi comme changement absolument notable, en dehors du fait que c'est chouette, on est vachement nombreux maintenant effectivement à la fête et c'est très bien, c'est que cet écart
entre le monde militant et le monde académique, qui existait très fort, à mon sens, en tout cas dans les années 2000. Je suis après de 90, j'étais trop petite pour savoir, mais en tout cas en 2000, voilà, c'était encore clair. Là, ça n'a plus de sens, et il y a même une affirmation de la part de tous ces auteurs-là, mais on peut en citer alors là pour le coup plein d'autres, qui diraient que ça n'a aucun sens aujourd'hui de penser cet écart-là, et qui pensent plutôt à même un rapprochement très fort entre des pratiques intellectuelles et des pratiques politiques ou militantes. Ça, pour moi, c'est l'autre changement très fort. Note de bas de page, une parole très belle qui a été dite tout à l'heure dans l'atelier, là, une chercheuse en zoosémiotique qui disait qu'aujourd'hui, il était d'autant moins mal vu de croiser pratiques académiques et pratiques militantes qu'on travaillait sur des objets qui disparaissent, et que donc l'exigence académique implique l'exigence militante. Ça va d'autant plus ensemble. Oui, mais voilà, tout à fait. Parce qu'il y a même une forme d'exigence éthique, alors qu'il pouvait y avoir encore 10 ans ou un peu plus où il fallait quasiment cacher qu'on pourrait avoir un vrai intérêt pour la nature réelle ou pour des pratiques militantes, notamment en philosophie. Évidemment, c'est un lieu très particulier quand même. Et ça affecte même certains de nos grands précurseurs, toute la bande d'avant nous, donc Larère, Michel Serres, Latour d'Escola, Augustin Berck, pour faire vite. Eux tous, sous l'influence parfois de leurs élèves, comme toi d'ailleurs, quelqu'un comme Latour s'est radicalisé politiquement aussi dans la décennie écoulée. Il était écologiste il y a 15 ans. Oui, tout à fait. Ça a bougé. Ouais. Oui, tout à fait. Anne de Malray, peut-être. Oui, alors moi je vais plutôt témoigner depuis le journalisme et les médias. Et en fait, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, c'était un peu au moment où le GIEC commençait à sortir des données hyper alarmantes. En France, il y a eu une conjoncture aussi qui était celle du premier Grenelle de l'environnement. Il y en a eu un deuxième, je crois, puis après... bon, voilà. Mais en tout cas, ça a dessiné une cartographie des acteurs de l'écologie en France. Et du coup, ça a intéressé les médias. Et il y a eu comme une sorte de bouillonnement médiatique à ce moment-là. Et en fait, moi, ce qui m'a interrogée tout de suite, c'est que... en fait, il y avait d'un côté des gros faits scientifiques. Et quand je dis des gros faits, c'est au sens où ils étaient massifs et où ils assénaient un peu aussi des coups de massue. De l'autre côté, il y avait des rubriques un peu pratico-pratiques, mais si vous éteignez le robinet, tout ça alimenté par les stars qui commençaient à s'en mêler et qui racontaient grosso modo ça, quoi. Et de l'autre côté, dans les pages débat idées, des gens qui, parce qu'il y avait déjà une pensée de toutes ces questions. Edgar Morin. Oui, enfin voilà, mais même Latour existait déjà, Descola, enfin ils étaient beaucoup moins médiatiques, mais bon, voilà. Mais que tout ça était bien cloisonné, bien segmenté. Et que du coup, dans les pages idées, le concept de nature et ce dont on parlait quand on parlait de nature et un vrai questionnement sur qu'est-ce que c'est une écologie politique commençait à émerger, mais que quand on parlait de faits et quand on parlait de crise écologique, on n'était absolument pas réflexif sur justement les mots qu'on employait et finalement, il n'y avait aucun... Enfin, ça percolait pas du tout entre les deux. Et quand il s'agissait de sa vie personnelle, c'est difficile de s'attacher à un enjeu en rebouchant... non, c'est pas reboucher son tube dentifrice, mais bon, bref, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, je me disais, il y a un problème... Enfin, il y a plein de problèmes, mais en tout cas, il faudrait qu'on puisse faire du lien entre tout ça et que peut-être au plan des attachements personnels, ça va reconfigurer les choses et ça va vraiment créer un mouvement là où c'était très... comment dire, c'était vraiment une parole de surplomb qui nous affectait finalement très peu, quoi. Et du coup, j'ai pas vraiment trouvé cette place-là dans les médias. Et c'est pour ça que, en fait, dans la revue Billboard, je fais un petit saut dans le temps, mais j'ai fait un détour par des études. Enfin, j'ai cherché un master d'écologie un peu transversale, et du coup, je me suis retrouvée à Dauphine. J'ai fait de la responsabilité sociale des entreprises, etc. Mais je me suis rendu compte à quel point l'écologie, comment elle arrivait dans toutes les disciplines et comment elle les reconfigurait de l'intérieur. Et après, je me suis dit, le détour par les idées, en fait,
il n'est pas donné à tout le monde, il n'est pas facile à faire, il faut avoir un peu le luxe de le faire. Et du coup, je me suis dit, il faudrait un espace éditorial où les idées soient comme incrustées dans les récits et où on puisse en fait articuler des problèmes que chacun peut observer autour de lui, avec dans le même temps un exercice de réflexivité et de se redemander de quoi on parle, de qui on parle, quels sont les attachements, quelles sont les relations. C'est la revue Billboard. Oui, voilà. Et du coup, ça a impliqué de fabriquer une autre manière d'écrire, une autre manière de mobiliser les chercheurs. Un rapport aux arts aussi. Un rapport, parce que aussi il y avait un gros problème d'esthétique dans tout ça. Mais bon, c'est un peu, je vais pas tout dire maintenant, mais voilà. Et du coup, oui, la question de l'art était très importante et structurante dès le début dans la revue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de chercheurs qui avaient envie en fait, d'aller vers ça. Et c'était un peu une surprise parce que moi, je connaissais très peu. En fait, je connaissais personne. Enfin, j'arrivais, j'étais là, bon, on va faire ça. Et puis, en fait, je me suis aperçue que les chercheurs en avaient un peu marre des formats académiques et qu'ils avaient envie d'explorer d'autres endroits et d'autres manières de raconter. Peut-être, je m'arrête là. Ouais, c'est bien, ça n'empêche pas qu'on revienne, mais alors une des hypothèses de départ du bouquin avec Marin, mais aussi j'avais fait quelques pré-entretiens au téléphone avec Émilie notamment, avec aussi Hicham Stéphana Feissa en philo et tout, c'était qu'on se disait que l'effervescence qu'il y avait en librairie entre les éditeurs, entre les auteurs et avec les lecteurs, cette effervescence-là ne devait pas masquer le fait qu'au sein de l'académie, les choses restaient quand même extrêmement prudentes, voire même parfois complètement atones. C'est-à-dire qu'en philosophie, on l'a dit tout à l'heure, mais en philosophie, il ne se passe rien, à part dans certains colloques où on fait venir un environnementaliste de temps en temps pour faire plaisir aux étudiants, mais il n'y a pas tellement de postes créés, enfin c'est compliqué, à l'exception d'un domaine dans lequel ça bouge, enfin il y a plusieurs endroits, mais c'est vrai qu'il y a un domaine particulièrement béni, pardon, je me répète par rapport à ce qu'on a dit avant, mais c'est important de l'asséner, c'est le domaine de la littérature, parce qu'en éco-poétique, éco-critique, zoopoétique, là il se passe plein de choses. On est en train de revisiter notre tradition littéraire et narrative au prisme des questions qui nous occupent en écologie, et donc d'essayer de comprendre qu'est-ce que les écrivains ont à nous apporter, de tout écrivain de Virgile à nos jours, enfin même d'avant, peuvent nous apporter pour penser tout ça. Et parmi les pionnières en France de cette question de éco-poétique, zoopoétique, comment tu le sais? Donc il y a Anne Simon qui nous a fait l'amitié d'être là ce soir et qui donc a été à la fois une actrice et une bonne observatrice, je pense, de ce qui s'est passé. Alors plutôt depuis une quinzaine d'années dans ton cas. Même un peu plus. Est-ce que c'est bon? Ouais. Oui, je ne suis pas sûre que l'éco-poétique, la zoopoétique, je vais revenir sur ces termes, l'éco-critique, bref, tout ce qui est études animales littéraires, littérature et écologie. Je ne suis pas sûre qu'au niveau institutionnel, il y a eu des postes voilà, en termes de créer, en termes de recrutement. Mais ça je vais y revenir. Donc merci de m'appeler pionnière. C'est intéressant pour moi. Ça me montre à quel point ça fait longtemps que je travaille sur tout ça. J'ai été recrutée au CNRS en 2001 sur un projet. C'est des projets à vie au CNRS. Moi, j'adore ça. Faut se penser à vie sur un sujet. Voilà, c'est le contraire de ce qu'on fait maintenant avec les institutions de recherche où on nous demande de faire des projets sur 3-4 ans, d'avoir plein d'argent pour un projet pour 4 ans et on ne sait pas comment dépenser cet argent ou quand on a trouvé comment le dépenser, le projet est déjà fini. Voilà, donc à l'époque, c'était encore des projets à vie et donc moi, c'était sur le corps, le vivant et l'animalité en littérature. Et donc, Proust, je pense, au départ, c'est ça. Alors, en fait, moi, j'ai fait ma thèse sur Proust et Merleau-Ponty, c'est-à-dire sur les rapports entre l'écriture littéraire et ce qu'on appelle la phénoménologie, c'est-à-dire une philosophie qui est en rapport avec le monde, avec le corps. Merleau-Ponty, c'est un grand philosophe de l'insertion du corps dans le monde et c'est quelqu'un qui essaye de créer un nouveau langage philosophique pour dire... comment penser le fait que la pensée, c'est pas quelque chose de désincarné, mais c'est quelque chose qui est complètement incorporé. Donc moi, j'ai travaillé sur cette question
de l'incarnation des idées, de l'incorporation du temps, du fait que, comme dit Merleau-Ponty, notre corps est le mesurant du monde. Ça ne veut pas dire que l'être humain et son corps sont au centre. Ça veut dire tout simplement, par exemple, pour des femmes enceintes, qu'on fait en permanence des tâches sur soi, qu'on se cogne dans les portes. Pour les adolescents qui changent de corps, qui sont tout le temps en train d'avoir un rapport au monde qui est un rapport à la fois fracassé et maladroit. Ça peut sembler très simple, mais en tout cas, voilà. Moi, je travaillais au départ sur Proust et j'ai fait ma thèse sur le corps humain, en gros. Et puis un jour, on m'a demandé de postuler au CNRS. Et quand j'ai passé ce concours, je me suis sentie complètement ridicule parce que à l'oral, on me demandait d'expliquer théoriquement sur quoi je travaillais. Donc je disais, je veux travailler sur la question du vivant, de l'animalité. Est-ce que la littérature, est-ce que l'écriture humaine, le langage humain est capable de restaurer et de rendre compte des modes de vie, des modes affectifs d'autres espèces? Et donc j'avais expliqué ça pendant 20 minutes et puis après on m'a demandé mais au fond pourquoi est-ce que vous voulez travailler là-dessus? Et je suis partie en disant parce que j'avais une énorme tendresse depuis que j'étais petite pour les animaux. Et là je me suis dit c'est fichu, je ne vais jamais rentrer au CNRS. Et en fait je suis rentrée. Et je vous raconte cette anecdote parce que je trouve qu'elle est... c'est pas par rapport à mon histoire personnelle, ça montre que déjà en 2001, puisque c'était une section où il y avait la philosophie, la littérature, même la musicologie, les arts, ça veut dire qu'on pouvait entendre qu'on pensait avec de l'affect, qu'on ne pensait pas simplement avec des grands systèmes philosophiques, mais que la philosophie, elle était traversée par les sentiments et qu'elle était traversée aussi par des formes non humaines. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Et ensuite, je ne suis pas arrivée tout de suite vers la question animale. J'ai commencé par organiser à Paris 3 avec Hugues Marchal à l'université de la Sorbonne Nouvelle un séminaire qui s'appelait Organisme au pluriel et qui traitait de l'intérieur des corps humains, c'est-à-dire comment la littérature et les arts rendaient compte des viscères, de l'estomac, du vagin, des cerveaux. Donc il y a toute la question du dadaïsme, des représentations de trépanés, d'Orlan, d'une grande joie aussi de l'intérieur du corps. Qu'est-ce que nous dit l'intérieur du corps avec toute la question des aruspices. Donc vous voyez, déjà, ça y est, on était arrivé avec la question des foies parlants, je dirais, depuis l'Antiquité à l'animal. Et puis très naturellement, donc vous voyez, moi je ne suis pas du tout... dans ma volonté de désanthropocentrer, de décentrer la pensée par rapport à l'homme, je ne suis pas du tout anti-humaniste dans la mesure où moi je suis arrivée à ce que vous appelez l'écologie sans jamais penser à ce terme. Et je suis arrivée aux animaux en traversant le corps humain, ce qui n'est pas étrange puisque les humains sont des animaux. Donc nous sommes peuplés d'animaux à l'intérieur de nous, sur nous, etc. J'adore cette idée, j'adore l'idée qu'il y a plein d'animaux en ce moment dans l'air. Quand je suis en train de vous parler, tout ça, ça me plaît beaucoup. Oui. Et dans la salle, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup plus que ce qu'on voit. Et donc, j'ai commencé, je vais aller brièvement, je me suis rendu compte très rapidement qu'il fallait que institutionnellement, j'ancre la question des études animales littéraires dans l'académie et que pour ça, il fallait monter des programmes collectifs. J'ai monté un premier programme qui s'appelait Animal Littérature en 2007 avec un séminaire qui s'appelait MOTS, animaux / animaux. Et puis où déjà j'invitais des gens qui étaient très différents les uns des autres, des historiens, des spécialistes de droit, etc. Et puis ensuite j'ai monté un autre programme de recherche qui s'appelait Animaux, ANIMOTS, qui existe encore, donc qui traitait de la question du rapport des vivants, de l'animal en littérature. Et pourquoi est-ce que je parle de l'institution? Tu as parlé tout à l'heure... Vous avez parlé de la question de la vente des livres et du fait qu'une maison d'édition doit vivre. Et moi, j'aime beaucoup, ça ne me choque absolument pas. Je pense que pour créer un espace symbolique référent à l'intérieur de l'académie, à l'intérieur de l'institution, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il fallait qu'il y ait des espaces
créé pour que les doctorants puissent s'inscrire en thèse, pour qu'on puisse faire des séminaires, pour que dans les rapports de conjoncture du CNRS, qui sont des rapports où on dit qu'est-ce qui va se passer selon nous dans les 2-3 années à suivre, on puisse inscrire des mots comme éco-critique, c'est-à-dire la critique littéraire sur l'oikos, sur le séjour des vivants sur Terre, et sous Terre et dans les eaux. Voilà. Et, voilà, c'était important pour moi cet ancrage institutionnel. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps en termes personnels, en termes d'écriture, mais je crois que ça m'en a fait gagner beaucoup en termes collectifs. On faisait le constat tout à l'heure que qu'est-ce que l'écologie fait à nos vies. On se disait, pour ceux qui n'étaient pas là avant, que souvent ça ralentissait les carrières. Parce que ça passait pas. Et alors un autre point dans la décennie écoulée, c'est que traditionnellement, l'écologie a toujours été accompagnée d'une critique, une mise en question des fondements de soit la modernité occidentale ou de l'Occident moderne. Mais dans tous les cas, l'Occident était on the spot avec l'écologie. Et l'écologie a toujours été un peu orientaux, avec un tropisme oriental. C'est très fort des Thoreau, qui cherche en Inde des réponses à des questions. Chez Callcott et Arnonès, les deux pères fondateurs parmi d'autres de la philosophie environnementale, la critique, il y a un certain tiers-mondisme chez Arnonès. Chez Callcott, la critique de la notion de wilderness est absolument centrale dans son œuvre, puisque la wilderness repose sur l'idée que le continent américain n'était donc ni jardiné, ni peuplé, ni habité, ni rien, etc. Et que donc c'est une notion quand même très coloniale. Et donc au sein même de l'écologie, il y a toujours eu un effort, on va dire, décolonial, mais qui était un peu à l'arrière-plan. Et on est plusieurs à trouver que là, depuis quelques années, entre l'écoféminisme d'un côté, dont il faut absolument qu'on y revienne un tout petit peu quand même, Émilie, entre l'écoféminisme, l'écologie et l'examen des structures politiques et économiques coloniales du monde passé ou contemporain, il y a des convergences assez fortes. Et là-dessus, il y a des chercheurs intéressants qui sont en train d'arriver. Et donc, on est heureux d'accueillir parmi nous Malcolm Ferdinand, qui donc est aussi présent dans le livre. Attention, parce que tu fais beaucoup de promos avant que tes livres sortent, donc c'est dangereux aussi, ça. Mais non, mais je te taquine, on est content de t'avoir. Et donc, comment toi, tu es arrivé à l'écologie depuis des questions plus politiques ou des questions de justice? Et donc, je ne sais pas si tu veux intervenir sur la décennie écoulée, tu es le bienvenu, mais peut-être sur ton travail encore plus. Vous m'entendez? Non, il est éteint. Vous m'entendez? Ouais. Donc, bonsoir, je suis très content d'être là et aussi je suis très content de figurer en fait dans cette collection et avec tous ces auteurs. Enfin vraiment, je remercie Baptiste et Marin et du coup Émilie d'avoir pensé à m'inclure dans cet ensemble. Par où commencer? Bon, par où en fait donc je raconte un peu mon itinéraire, mais effectivement, enfin, je crois qu'à un moment donné, parler de se sentir un peu perdu. Donc, et pour commencer, je dois parler finalement de donner quelques éléments biographiques. Et donc, ça passe par une enfance, une adolescence passée dans les Caraïbes, en Martinique, particulièrement, et par finalement une intuition, enfin, à la fois une expérience du décentrement, c'est-à-dire une intuition qui est assénée, mais quotidiennement, le fait d'être dans des territoires d'outre-mer. Donc le D' déjà assigne un centre et des marges, et donc nous sommes déjà dans les marges. Et donc voilà, une intuition et un profond sentiment d'injustice qui traverse plusieurs champs, dont celui de l'écologie. Donc du coup, voilà, mais j'étais quand même intéressé par les questions nature, d'environnement, et j'ai d'abord voulu y répondre à travers une formation technique. Voilà, bon, il m'a pris l'énergie, on va trouver une machine qui permet de trouver des ressources infinies de cette énergie. Et en même temps, voilà, à côté de ça, j'avais aussi un profond sentiment d'injustice lié à la constitution coloniale de la modernité, lié à certaines expériences aussi de racisme, qui font que voilà, j'avais déjà un peu ces deux fils dans mon parcours.
Et comment je suis arrivé à l'écologie, c'est finalement au fil de plusieurs rencontres. Donc rencontres biographiques, je parle notamment de mon expérience au Darfour, où là j'étais avec la casquette ingénieur en charge de projets d'accès à l'eau et à l'assainissement dans des camps de réfugiés, dans des villages ruraux, et je pensais tout simplement que finalement, pour faire face à ce conflit armé, on pouvait venir avec sa casquette d'environnementaliste, trouver la bonne source d'eau, avoir les financements. Et bon, ça paraît très naïf aujourd'hui, mais en fait, on se rend compte que finalement, toute question environnementale, toute question écologique est, en tout cas, à mon avis, avant tout un problème politique, qui engage les manières de vivre ensemble, les manières d'habiter la Terre, et qu'on ne peut pas y répondre uniquement par des solutions techniques ou des solutions financières, bien qu'elles soient importantes. Elles ont une place. Voilà. Arrivé en France, parce que finalement on a parlé beaucoup de la décennie en France, il y a eu aussi plusieurs rencontres. Donc, Émilie a parlé d'une rencontre. C'est-à-dire que je cherchais finalement, dans les écrits qui étaient déjà existants, une manière de concilier ces deux fils, c'est-à-dire un souci pour l'environnement, l'écologie, et à la fois un souci pour cette exigence décoloniale, pour cette exigence antiraciste. J'ai cherché chez Arnonès en M1, j'ai cherché chez Bruno Latour aussi dans mon M1. Bon, je suis tombé sur André Gortz. Ah ok, c'était pas mal, notamment quand il parle de cette colonisation du monde vécu. Voilà, effectivement, le mot colonisation, moi, je l'entendais dans un sens différent. Je cherchais vraiment à avoir cette approche politique d'une écologie, et effectivement, le mouvement qu'Émilie H décrit avec son séminaire et les autres publications qui ont suivi sur l'écologie politique a été vraiment très, très, très important. Et je réponds aussi à ce qui a été dit, c'est-à-dire une chose qui était aussi importante, c'est la rencontre de mon directeur de thèse, Étienne Tassin, donc philosophe spécialiste de la pensée d'Hannah Arendt, qui a été, on peut dire, assez fou pour accepter ces deux fils dans une même thèse. Je me dis, bon voilà, je pensais l'écologie, mais en même temps, j'ai des questions coloniales, antiraciales. Il m'a dit, oui, pas de problème. Donc ce qu'on faisait remarquer sur le fait qu'il faut avoir des profs qui puissent soutenir des thèses dans les deux camps d'ailleurs. Hein, c'est aussi si on veut faire une thèse, en général quand on veut aborder les questions de coloniales ou d'esclavage, on va faire de l'histoire. Quand on veut faire de la philosophie sur ces questions-là, alors là c'est un peu plus compliqué, sauf que maintenant il y a Paris 8, donc il se passe des choses intéressantes. Donc voilà, Étienne Tassin aussi, je lui rends hommage parce que il est décédé il y a pas longtemps. Et petite annonce, il y a un colloque en hommage à Étienne Tassin qui se passe à Paris 7 dans les 3, enfin demain, après-demain et samedi, bon, si vous voulez. Donc voilà, je continue un peu mon chemin. Tu me dis si je prends trop de temps. Alors, du coup, pour parler de mon travail, je dirais que y a un décentrement, en tout cas, il y a un déplacement assez important. Et je te reprends sur les deux, je te réponds sur les deux références que tu as données. Tu as donné Thoreau en référence à l'Inde. Tu as donné Callicott en référence à, une référence tiers-mondiste pour sa critique de la Wilderness. Et en fait, il y a un dualisme, un binarisme qui est assez courant. Voilà, il y a la modernité et l'Occident, et puis il y a les non-modernes, les pré-modernes, les peuples premiers qui ont leur cosmogonie, leur manière d'habiter le monde, etc., qui est différente. Et dans cette dualité, on occulte en fait l'hétérogénéité qui est déjà présente ici. Le fait que Thoreau habitait dans un pays esclavagiste, même s'il était divisé, que Callicott est aussi héritier de ce pays post-esclavagiste, et finalement... Des modernes non-occidentaux comme les Japonais. Pardon ? Ou des modernes non-occidentaux. Voilà, comme exactement. les Japonais. Et que finalement, là, on découvre finalement cette profonde fracture où, effectivement, volontairement ou involontairement, il y a cette représentation d'un ensemble de penseurs et d'un champ à la fois très, très divers, mais qui serait essentiellement
peu ouvert aux questions qui animent tout un pan des habitants de la planète, notamment ces questions coloniales, notamment ces questions antiraciales, notamment ces questions d'héritage de l'esclavage, qui est encore spécifique par rapport aux autres questions. Et ce qui est frappant, c'est que cette fracture se retrouve aussi de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, dès lors qu'on veut parler des questions d'anti-esclavagisme, de décolonisation, alors l'enjeu proprement écologique, on va le laisser un peu de côté. Parce que c'est un truc de blanc. Enfin, je pense que les responsabilités ne sont... Enfin voilà, peut-être que ça y participe, mais encore une fois, ce sont des lectures, et que quand on regarde de manière plus fine, on voit que dans les deux camps, il y a des auteurs qui finalement laissent des miettes de pain pour pouvoir penser ces articulations. Et il y a une manière, par exemple, de lire Thoreau qui est totalement différente d'un Thoreau célébré par des penseurs de la wilderness. Mais pareil, il y a des manières de relire des auteurs comme Aimé Césaire, Derek Walcott. Alors, je dis ça parce qu'il y a mon frère qui est là et qui est un spécialiste de ces deux auteurs et qui fait aussi ce travail. Mais voilà, et c'est aussi ce que fait par exemple l'éco-critique sur Aimé Césaire, du coup, en gros. Enfin voilà, il y a tout un champ qu'on appelle l'éco-critique post-coloniale, qui s'est érigé en réponse finalement à l'éco-critique qui reproduisait un américanocentrisme assez fort, et qui montre qu'en fait qu'il y a des façons de penser ces articulations. Et pour terminer cette première séquence, je dirais juste trouver ces ponts, ce n'est pas faire œuvre de charité. Ce n'est pas, bon, vous savez, il y a aussi des noirs là-bas, ça serait bien qu'on les inclue dans les trucs, tout ça. Non, c'est même au point de vue pratique et pragmatique, ça paraît extrêmement fou de penser le monde et de penser la Terre dans sa globalité, tout en adoptant des termes et même une grammaire qui exclut cette même humanité dans certains écrits. Et que réussir à faire ces ponts, c'est aussi avoir des forces littéraires, politiques, scientifiques qui peuvent effectivement contribuer à changer le monde. Oui, sans compter que historiquement, l'analyse énergétique, pratique, territoriale de la crise écologique ne peut que difficilement se faire sans une analyse du phénomène colonial. Ça paraît très très compliqué. Donc de toute façon, les deux phénomènes sont quand même historiquement... Alors oui, enfin, moi je suis... oui. Non, mais bon. Mais... Ouais. Alors, en fait, il est 20h30 et ce serait vraiment super qu'on puisse un peu échanger avec la salle. Mais s'il vous plaît, posez une question à Émilie H sur l'écoféminisme. Non, parce que dans cette décennie écoulée, ou alors en tout cas, si tu veux en parler 3 minutes, mais dans cette décennie écoulée, ça a été un lieu particulier, je trouve, de créativité conceptuelle et de croisement avec le public a répondu présent. Enfin, combien l'événement sorcière au musée, c'était combien de 50 000 likes? Je sais pas, c'était quoi? Ouais, c'est dingue. Et donc, un sujet qui, en 2008, moi, me paraissait trop New Age. Je me rappelle, j'avais vu Val Plumwood en 2008 dans la liste des publications potentielles. J'avais dit, mais ça, on va garder ça pour dans 10 ans, parce que là, déjà, Calicote et Arnonès, les gens fuient. Donc, l'écoféminisme, ça va apparaître. Et juste, si on peut... Il y a plein de gens dans la salle, je pense, qui n'ont pas idée de ce que veut dire juste la notion d'écoféminisme. Si tu peux juste... tu vois, juste ça. Oui, bien sûr. Mais je croyais qu'on parlait d'un seul commun. Mais tu parles beaucoup de ça dans l'entretien. Alors, une façon d'en parler, ça serait de répondre à partir de l'écoféminisme à la question que tu posais tout à l'heure sur cette décennie écoulée, à savoir que... Moi, je vais dire des choses que, pour le coup, tout le monde connaît, mais voilà, je me permets de le faire. Ce terme-là, il est souvent la seule chose qu'on connaît, enfin qu'on connaissait, parce que maintenant tout le monde connaît l'écoféminisme. Mais ce qu'on connaissait avant, il y a quelques années, l'écoféminisme, c'est que c'était un néologisme qui avait été créé par une Française, qui est archi mal connue en France, en fait, dont on connaît très très peu en fait, l'immensité de l'œuvre, qui est celle de Françoise de Beaune. Ce qui est vrai, au sens où c'est pas vrai, c'est pas la seule à avoir créé ce néologisme, mais c'est peut-être celle qui a une œuvre qui a publié ce terme-là, une des premières à l'avoir sous la forme publiée. Donc on lui attribue ce terme-là. Mais après, on pourrait discuter du fait que c'est la première à l'avoir fait. Bref, pourquoi je pars de là? Parce que de la même manière, ça fait partie de ces histoires aussi qui n'ont pas été transmises aussi bien théoriquement que de manière militante, ou peu en réalité, alors que
Enfin, on n'a pas inventé, ni moi ni plein de personnes qui s'intéressent aujourd'hui à cette question-là. Donc ce terme, il a été inventé en, je sais même plus que je suis nulle, en 74 ou 72, je suis nulle avec les dates. Mais enfin bon, voilà, en tout cas, ça a plus d'une trentaine d'années. Et ça a navigué, c'est pas du tout que français, ça s'est passé aussi aux États-Unis, ça s'est passé en Australie, ça s'est passé en Amérique du Sud, etc. Où l'idée étant de la plupart de beaucoup à la fois de féministes et d'écologistes, puisque ça c'était pareil, ça vient de là en fait. L'écoféminisme est issu à la fois du mouvement féministe des années 60-70 et du mouvement écologiste des années 70, mais aussi du mouvement anti-guerre, c'est important. Enfin, c'est des choses qui sont très liées. D'interroger en fait justement ces différentes formes d'exploitation, ces différentes formes de domination, aussi bien à l'égard du monde naturel que notamment à l'égard des femmes. Et donc ça s'est passé, ça a pris la forme. Ce qui m'intéressait, une des choses qui m'a beaucoup intéressée dans cette affaire-là, c'est que pour le coup, ça rejoint exactement un petit peu ce qui est en train de se passer ici, à savoir que ce sont des textes ce sont des textes et des pratiques. Ce sont toujours des textes et des pratiques. C'est-à-dire que les premiers grands mouvements écoféministes qui datent des années fin 70-80, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en France, parce qu'en fait, il y en a eu en France, mais toute l'histoire de l'écoféminisme français des années 70-80, il est très, très mal connu. Il n'y a personne qui a fait pour l'instant une thèse dessus, ne serait-ce qu'en histoire. Et ce sont des mouvements qui étaient liés principalement à un combat antinucléaire aux États-Unis, mais aussi en France. Les femmes de Plogoff, enfin, je crois qu'il y a un documentaire qui vient de sortir, qui va être sorti. Ben bon, voilà, c'est des histoires minoritaires, mais qui en fait, en réalité, ont existé, et à l'intérieur desquelles, donc, c'est des militantes féministes et écologistes ont commencé à croiser ces différentes formes de lutte, et ce sont donc à la fois été tout le temps, très souvent des militantes, et ont écrit des textes qui n'étaient pas du tout des textes nécessairement académiques. C'est ça l'histoire au départ de ce mouvement et courant de pensée écoféministe, on trouvait, et qui ont également très fortement interrogé justement la forme même de ce qu'on écrivait. Et ça, si je peux me permettre de faire ce lien-là avec le livre Un sol commun, ce qui m'a énormément frappé en le lisant, c'est un questionnement de tous ceux qui parlaient dans ce texte-là, et je sais qu'on est plus nombreux encore, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un échantillon des personnes qui aujourd'hui travaillent sur ces questions-là, un vrai questionnement sur nos pratiques intellectuelles. Aussi bien, on en a parlé tout à l'heure, de ces liens avec le monde militant, mais un questionnement aussi sur la place même des intellectuels dans cette question écologique. Et c'est assez rare pour être souligné. Je trouve que il y a comme une mutation même, en tout cas dans les questions d'écologie, de la manière dont les chercheurs se pensent au sein de ce monde beaucoup plus vaste et de ce milieu foisonnant de personnes qui s'intéressent, qui travaillent, qui militent, etc. sur les questions d'écologie. À savoir que la version classique en gros, le chercheur de version 19e siècle avec son haut de forme qui allait à la Sorbonne et qui revenait chez lui et qui... évidemment, c'est plus possible et ça n'existe pas. Oui, je ne sais pas. Et donc la question se pose aussi bien sur nos pratiques, sur la façon dont on peut penser... quelle est l'utilité même de ce qu'on fait. Des questions qui, encore une fois, il y a 10 ans, elles pouvaient être considérées quasiment comme une forme d'anti-intellectualisme. Combien de fois on m'a sorti ce genre de critique. Ce questionnement aussi porte sur la forme même de ce qu'on écrit. Et j'étais très sensible à ce que disait tout à l'heure Anne, et ça fait écho énormément à tout ce courant écoféministe et plus généralement à tout ce que disent ces auteurs-là, à savoir avec quels mots on pense, mais aussi dans quel type de format on va penser. Ce livre en témoigne, cette revue en témoigne. Je pensais, il y a eu un texte sur la ZAD qui en témoignait aussi, comment ça s'appelle Éloge des mauvaises herbes, où les frontières disciplinaires sont brouillées, les frontières entre les modes de pensée et d'action sont complètement... tout est remis sur la table, à mon sens, et c'est exactement ce qu'on trouvait aussi au sein de l'écoféminisme, qui, lui, s'intéresse plus particulièrement, vous l'avez compris, donc à traiter, à détricoter, à faire toute une histoire et à réinventer cette question d'une domination croisée tout au long de la modernité, et on pourrait même aller bien en amont de ça, entre l'exploitation des femmes et l'exploitation de la nature. Merci Émilie. On se donne une petite demi-heure, 20 minutes pour Anne, c'est ça, ouais, pour des échanges avec la salle. Merci à tous d'abord. J'ai une question rapport
l'opposition entre le monde militant et le monde académique, qui du coup est très bien représenté ce soir. Est-ce que notre incapacité à dépasser les fractures disciplinaires, ou du moins les disciplines en général, ne nous ralentit pas un peu quand on fait face à... quand on traite de ces objets-là et de l'écologie? Et est-ce que du coup, ce qui était évoqué tout à l'heure entre la rupture, enfin, le lien qui est fait entre le militantisme en nous, chercheurs, et nos recherches, devrait pas être un peu pensé plus rapidement, être accéléré, ou du moins être pensé différemment? Enfin, je sais pas. Est-ce que l'un d'entre vous a quoi que ce soit un peu de biscuit ou une réponse sur ce sujet? Mais pardon, mais alors j'ai pas bien. Est-ce que je peux vous demander de reformuler, parce que j'ai l'impression que vous parliez à la fois de la question des frontières disciplinaires, ouais, et pour moi, et de la frontière de la recherche, ouais, avec le militantisme. Donc, ça peut s'adresser directement à toi, mais non, mais pour moi, c'est deux choses qui sont très frappantes dans ce qui est en train de se passer dans cette décennie-là, à savoir à la fois des chercheurs. J'aurais du mal quasiment, il faudrait les chercher, les chercheurs en sciences humaines et même en sciences pas humaines, même si pour le coup, qu'est-ce que ça veut dire maintenant de parler de chercheurs en sciences humaines? Toute notre épistémée est complètement déconstruite, qui implose, et c'est passionnant, mais tout est à reconstruire aussi. Donc il se dirait pas en même temps archi engagé, ou ou c'est même pas une question de l'affirmer, c'est qu'il l'est en fait. C'est très drôle la manière dont la plupart des personnes sont présentées dans le livre. Il y a maintenant tout le monde est berger, tout le monde est pisteur. J'exagère, mais et c'est pas du tout ironique de ma part. Mais je veux dire, c'est impensable il y a 10 ans. Ça n'existait pas. C'est une autre planète. Mais en plus de ça, effectivement, je pense qu'une autre question se pose très fortement sur la question des frontières disciplinaires. À savoir que tu parlais du fait que la fête s'était passée à côté, mais on s'en fiche parce que les anthropologues, en fait, ils font de la philosophie. Enfin, je veux dire, et puis parce que moi, concrètement, je sais plus très bien quelle est la différence entre la sociologie et l'anthropologie aussi. Bon, etc., etc. Donc, finalement, cette question. Mais après, une fois qu'on a dit ça, ça reste très compliqué parce le CNRS, les rapports qui étaient évoqués, les sections. Ah d'accord. Ouais. Aussi. Pardon. Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué de se décaler à l'intérieur du champ même. Du champ académique qui fonctionne de manière cloisonnée, même s'il y a de plus en plus de programmes pluridisciplinaires, qu'on peut bricoler des thèses, un peu ce que disait Malcolm tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'il faut créer des espaces, en fait. On peut pousser les murs à soi tout seul, bricoler, inventer des solutions, mais qu'il y a un enjeu de faire émerger des espaces, et c'est des espaces qui sont coûteux au sens où les effets ne sont pas assurés, on fait que expérimenter en fait, et j'ai l'impression aussi par rapport à la dimension éthique, de choix des mots, tout ça, ça demande du temps et des tâtonnements, et en fait il y a peu d'endroits qui autorisent ça en fait, et parce que c'est un risque pris, parce que pour revenir au champ médiatique, mais je pense que c'est pas propre à ce champ-là, mais il faut faire du spectaculaire, donc il faut raconter les histoires de manière clivante. Il y a le méchant, le gentil, le pour, le contre. C'est hyper caricatural ce que je dis, mais c'est pas complètement faux en fait quand même dans les attendus d'une bonne histoire, quoi. Et en fait, pour revenir à la revue, mais là je me suis dit on peut raconter des histoires qui sont pas du tout spectaculaires, des sujets en fait dont par ailleurs ça passerait jamais auprès d'un rédacteur en chef. Et c'est pas, ça répond pas à ta question, mais c'est vraiment cette question de fabriquer des nouveaux espaces qui permettent ça en fait, et des réseaux qui se soutiennent. Je pense que c'est vraiment crucial, quoi. Moi, je me demande aussi s'il n'y a pas une réflexion à faire sur ce qu'on entend par militantisme. Moi, j'aurais peut-être plutôt tendance à me dire que toute ma pensée, elle est traversée par le politique, et que le simple fait d'aller, ça a été dit, d'aller travailler, par exemple, sur la vermine en littérature, de s'intéresser à ce qui se passe, je ne sais pas, avec Moby Dick au fond des mers, ou avec Kafka, ou avec
Zelensky, etc., ou Svetlana Alexievitch dans les chroniques de Tchernobyl, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sous la terre. Eh bien, déjà, j'ai l'impression d'être déjà dans du politique. C'est-à-dire que si on se dit que le militantisme est du côté de l'action, il me semble aussi que quand la pensée, elle essaye de dire les choses autrement. Et là, je crois que ça a été dit par tout le monde, à savoir que la première chose qu'on fait quand on travaille avec le vivant, c'est qu'on est obligé de quitter les catégorisations auxquelles on est habitué, de déconstruire nos connexions synaptiques qui nous relient à des catégorisations qui ne fonctionnent absolument plus. La notion de règne, la notion d'opposition entre philosophie, littérature, etc. Et voilà. Donc moi, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais qu'on est traversé par le politique en étant traversé par une reformulation du rapport à la langue et donc à la manière de penser. Et je crois que ça fait beaucoup plus avancer les choses que parfois certains actes qui seraient plus spectaculaires ou moralisés, ou politiquement plus consensuels. Hein. C'est parfois, moi, je me sens pas trop toute seule, quoi. Je dialogue en permanence avec des écrivains incroyables en allant voir dans leurs œuvres où sont les animaux. Voilà. Ouais, je voulais rajouter un petit truc, mais pour reprendre un petit peu de hauteur par rapport au livre et aux 20 personnes que moi j'ai pu rencontrer. En fait, je pense qu'il n'y a justement pas de réponse à cette question que tu poses, dans le sens où on est en train d'assister à des recompositions. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des tas de frontières qui se brouillent à différents niveaux, qui du coup s'entremêlent, et notamment, on en a pas trop parlé là pendant cette table rectangulaire, mais la ZAD ces 10 dernières années a quand même été un lieu d'expérimentation qui a été vraiment important, je pense, justement dans des nouveaux enchevêtrements entre eux, et pas que les ZAD, mais en fait la question de reterritorialiser des savoirs, les situer pour des luttes. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les idées qu'on arrive à développer permettent ensuite de manière concrète et collective de transformer du réel. Et vraiment, je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus chercher à être trop à nouveau dans des binarités. En fait, je pense que ça devient de plus en plus difficile de parler de recherche et d'action, ou de recherche et de militantisme, dans le sens où en fait, de plus en plus, ce qui me paraît intéressant, et je pense que ça, le livre le montrait très bien, c'est d'être dans ce trouble-là, de l'habiter en fait, de créer des nouvelles manières de faire qui soient moins destructrices qu'avant, mais qui permettent de continuer à faire ce dont on rêve, ce qu'on aime faire en fait. C'est vraiment cette question de trouver une forme de justesse qui rende justice. C'est vous qui dites ça, chère Anne, dans le livre. Mais vraiment, je crois que c'est aussi là où est la grande difficulté. C'est vrai pour l'académisme, c'est vrai pour la recherche, mais en fait, c'est vrai dans n'importe quelle vie professionnelle, c'est vrai pour toutes les vies, je pense. En fait, nos vies sont en train de se troubler, quoi, sont en cours de bouleversement. Et du coup, on a du mal à penser ça. Et c'est en ça que moi, du coup, c'est ça que j'essaie de porter avec le livre aussi. Mais je pense que les seules vraies réponses qu'on puisse trouver sont des réponses collectives. Seul, on est perdu. Mais par contre, ensemble, on est tout aussi perdu, mais on arrive à aller vers quelque part, quoi. Non, mais vraiment, c'est ça l'enjeu, hein, l'enjeu principal. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est où que vous soyez et quoi que vous fassiez, faites collectif. Faites encore plus de collectif, plus de radicalité, transformez le réel. Ce qui vous plaît pas, changez-le ensemble. Et du coup, ça reste des vœux pieux dit comme ça, mais si on l'applique à des situations concrètes, Anne le disait aussi, mais il faut expérimenter pour réussir. Si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Donc, il faut essayer encore et encore, mais ensemble. Moi, c'est vraiment le truc qui me paraît le plus important au sein de ce livre, c'est de montrer en fait comment est-ce que des dialogues se nouent et se dénouent. Et voilà, c'est aussi très écologique comme manière d'envisager les choses, mais on est des tissus de relations qui nous font à la fois penser et agir tout en même temps. Et c'est ça qu'il faut réussir à mettre en œuvre de manière collective contre des systèmes qui nous empêchent de le faire globalement, qui segmentent les vies. Donc voilà, moi en tout cas j'espère que vous trouverez au milieu de ce livre tout ce foisonnement-là et des outils pour amorcer des pistes de réponse par rapport à ces troubles dans lesquels on peut se trouver. Ce sera un joli mot de la fin, et en même temps, il y a dans la salle des gens qui auraient tellement eu leur place dans le livre et qu'on n'a pas pu mettre tout le monde, et notamment Stéphane Durand, qui a été donc co-scénariste de plein de films très innovants dans le domaine du film de nature, avec Jacques Perrin dans Océan, Les éléphants, plein de films. Et comment ils s'appelaient, les éléphants? Je ne sais plus. La nuit des éléphants.
et qui aussi dirige une collection chez Actes Sud récente qui s'appelle Monde Sauvage. Et donc, toi, tu as été un acteur, un observateur de tout ça. Tu as été un de mes premiers lecteurs fidèles en plus, il y a très longtemps. Et donc, toi, tu as sûrement un point de vue aussi sur cette décennie écoulée. Si tu veux te tourner peut-être vers là, je sais pas. Oui, bonsoir. On parlait d'abattre les frontières et de promouvoir la transdisciplinarité. Et c'est ce qu'on voit depuis ces dernières années. Vous êtes tous philosophes, historiens, sociologues, anthropologues, journalistes. Et vous en parlez tous de la question du vivant, des non-humains. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand absent. Alors, je n'ai pas encore lu ton livre, Marin, mais en tout cas autour de la table et dans les discussions, c'est est-ce qu'on donne la parole ou pourquoi on ne la donne pas ou pourquoi ils ne la prennent pas tous ces gens qui sont au premier chef concernés par les non-humains, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur les papillons, les cachalots, les arbres, les fleurs, les insectes. Eux, ils ne prennent pas la parole sur notre rapport ou un nouveau rapport de l'homme aux humains. Oui, je pense aux biologistes et des gens qui consacrent leur vie à étudier les éléphants, les cachalots, le sol, les microbes. Et effectivement, Marin, est-ce que tu les as rencontrés, ces gens-là? Est-ce que vous, en tant que philosophe, historien, anthropologue, est-ce que vous interagissez? Est-ce que vous lancez des ponts vis-à-vis de ces gens-là? Est-ce qu'ils veulent parler? Insectopédie de Hugh Raffles, qui a été... Il faut lire absolument Insectopédie, publiée par les éditions Wild Project de Raffles. C'est une nouvelle façon de raconter le rapport aux insectes. Stéphane, tu es donc c'est parce qu'on n'a pas assez de temps, mais sinon, oui, un autre, je veux dire, là, le miroir de tout ce que j'ai dit sur les sciences humaines, c'est les sciences du vivant et c'est des chercheurs qui, eux aussi, dans leur champ, en fait, reconfigurent complètement qu'est-ce que c'est l'animal par l'éthologie, par en biologie, je veux dire, toutes les recherches scientifiques sur le vivant. Et ils sont aussi complètement inscrits dans le projet de la revue. Après, tu sais comme moi que c'est difficile parfois de les faire écrire et qu'il y a tout un enjeu de traduction, ou en tout cas peut-être de réactiver d'ailleurs des envies et des envies chez eux de raconter des histoires. Mais oui, bien sûr, c'est hyper important. En tout cas, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément reprécisé, mais c'est vrai que la perspective de ce livre, elle est quand même très humanité écologique. Elle est quand même très centrée sur les sciences sociales, on va dire. Mais c'est parce que c'est aussi ça la ligne éditoriale de Baptiste. Et donc, pour ces 10 ans, il y avait quand même cette volonté de, entre guillemets, rendre hommage à un champ dans lequel lui, il a pu œuvrer. Et du coup, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense que la parole des scientifiques manque à ce livre. Il y en a certains, il y a agroécologue, il y a Lamia S.M. Lali qui est elle aussi biologiste qui travaille pour Sea Shepherd. Il y a des philosophes des sciences. Mais en effet, il reste une certaine absence. Je suis vraiment d'accord avec toi de ces écologues, en fait, de l'écologie scientifique. Et du coup, j'aurais tendance à dire que les sciences sociales se sont énormément inspirées de l'écologie scientifique au cours des 30-40 dernières années. Pas du tout qu'en France, vraiment partout sur la planète. Et peut-être que ça fonctionne mieux aux États-Unis qu'en France. D'ailleurs, j'ai du mal à me rendre compte, mais un petit peu quand même, quand on voit des personnes comme Donna Haraway ou tout ça, ou Anat Singh, par exemple. Mais il y a vraiment je pense que c'est un des grands dialogues à initier, un des nouveaux dialogues qui permet d'aller encore plus loin dans ce questionnement des frontières disciplinaires. C'est à nouveau relier les sciences naturelles et les sciences humaines, qui en fait, c'est une binarité, un dualisme qui reste, mais qui mérite d'être mis à mal. Et dans le livre, à plusieurs reprises, d'ailleurs je crois que c'est surtout Bruno Latour et Philippe Descola qui en parlent, mais ils disent qu'il y aurait presque un enjeu à complètement renverser l'université, à la mettre sens dessus-dessous, et à recréer des savoirs situés. Ça veut dire partir par exemple du port de Brest, et mettre sur le port de Brest 15 chercheurs et chercheuses de disciplines différentes qui puissent à la fois étudier la sociologie de la pêche, étudier la biodiversité halieutique et en même temps poser des questions historiques. Peut-être que là aussi il y a des formes de réinvention, des nouveaux passages, mais qu'on peut peut-être imaginer nous-mêmes. En fait, on n'est pas forcément obligé d'attendre les institutions pour les faire parce qu'elles vont moins vite que ces révolutions-là, que ces transformations.
Donc oui, tu as raison, ils sont absents et ils mériteraient vraiment d'être présents, et c'est des dialogues qu'il faut initier, pour lesquels il faut œuvrer. Ouais. Peut-être un dernier mot de Malcolm et puis après on va boire un verre. D'accord. Donc, alors, juste pour répondre aux deux questions, voilà, le rapport militant-chercheur, je pense que quand on travaille sur l'écologie, on doit forcément à un moment donné avoir une réflexion sur l'université, sur le rôle de l'université dans la cité, sur le rôle de la recherche. Je pense que ça aussi, c'est aussi cette frontière qui était soulevée. Et il y a un ensemble de disciplines aussi. On voit des militants, je pense par exemple à l'épidémiologie populaire, qui vont essayer de finalement de faire des recherches scientifiques pour légitimer leur pratique militante et vice-versa. Et je pense que ça, c'est quelque chose que l'université française doit aussi se confronter, surtout quand on voit les changements qui sont annoncés, l'espèce de transformation de l'université en plantation, finalement, qui a vocation à alimenter certaines choses. Et puis, on va quand même dire le mot important qui m'a manqué dans la deuxième question, c'est que oui, effectivement, le dialogue entre sciences humaines et sciences du vivant est important, mais il faut quand même aussi avoir en tête, donc, voilà, par exemple, moi je travaille sur des questions, entre autres en ce moment, sur la question de pollution de terre dans les Antilles, à travers la question du chlordécone, et ce qu'on voit, c'est que c'est pas simplement une absence de volonté de dialogue, c'est qu'on est dans des situations de rapport de pouvoir. C'est qu'à un moment donné, il y a certaines disciplines qui vont avoir plus de pouvoir, qui vont être plus écoutées par rapport aux décisionnaires, au gouvernement, et que du coup, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir ces perspectives, c'est que il est encore courant, en tout cas dans certaines scènes, que dès qu'on parle d'écologie, on va d'abord s'adresser à l'agronome, on va d'abord s'adresser à celui qui est spécialiste de biochimie, et que finalement, les sociologues ou ceux qui travaillent sur ces interactions ne vont pas être écoutés. Donc je pense que c'est aussi un combat, le dialogue, finalement. Merci beaucoup Malcolm, on va s'arrêter là juste parce que sinon ça s'arrêtera jamais. On va boire un verre. Merci beaucoup à tous et bravo à Marin.